Bonjour à tous, cela fait longtemps que nous n'avons pas évoqué l'histoire de la production de motos. Aujourd'hui, je vais vous parler des motos Suzuki. C'est l'histoire de comment, à partir d'un petit atelier fabriquant des métiers à tisser en bois, Suzuki est devenue une multinationale produisant des motos, des voitures, des moteurs et bien d'autres choses, avec son siège à Hamamatsu. Installez-vous confortablement. Bon visionnage. L'histoire de Suzuki a commencé le 10 février 1887. C'est ce jour-là que Michio Suzuki est né. Michio était le fils d'un agriculteur qui cultivait du coton. Selon la légende, le jeune Suzuki voyait souvent sa mère travailler durement au tissage et promit un jour de créer un métier à tisser pour remplacer ce travail manuel. Dans sa jeunesse, Michio est devenu apprenti charpentier. Mais avec le début de la Première Guerre mondiale, le volume de travail a brusquement diminué. Son maître s'est alors lancé dans la fabrication de métiers à tisser et Michio a également acquis des connaissances et des compétences dans leur fabrication. Ayant terminé son apprentissage à 21 ans, notre héros a prêté une attention particulière à la croissance de la demande pour les métiers à tisser au sol. Et en 1909, il a fondé Suzuki Loom Works et a construit seul un métier à tisser. Il a offert sa première création à sa mère. La rumeur s'est propagée dans les villages voisins et les commandes ont afflué, marquant le début de l'histoire de Suzuki. En 1912, Michio Suzuki a inventé une technologie innovante, un dispositif pour lever et abaisser la navette sur un métier à tisser. Cet équipement permettait de tisser facilement des motifs à carreaux qui étaient alors très demandés dans l'industrie textile. Son équipement conquiert le Japon. L'année 1920 a été une année de chaos pour l'économie japonaise. La dépression d'après-guerre a provoqué l'effondrement du marché boursier et de nombreuses entreprises ont rapidement fait faillite. Cependant, malgré ces conditions difficiles, Suzuki Loom Works n'a pas souffert et a connu une croissance stable. Le 15 mars 1920, Michio Suzuki a pris la décision audacieuse de transformer l'entreprise en société par actions. Elle avait été rebaptisée Suzuki Loom Manufacturing Company et proposait des produits uniques, indisponibles chez ses concurrents. En 1932, un métier à tisser permettant de tisser facilement des tissus larges a été inventé, ce qui a entraîné une forte augmentation de la productivité. Grâce à ces inventions, les métiers à tisser Suzuki sont devenus environ 2 fois plus efficaces que les métiers à tisser anglais, qui étaient alors largement répandus. Ils ont été exportés vers différents pays d'Asie et en particulier sont devenus un succès record en Indonésie. Dans les années 30, Suzuki a vu la nécessité de diversifier ses activités pour garantir la croissance durable de l'entreprise. Tenant compte des capacités techniques et de la croissance future de l'entreprise, Michio a choisi de se lancer dans la production automobile. Et en 1937, le tout premier prototype tant attendu a été construit. Il était équipé d'un moteur innovant pour l'époque, un 4 temps à 4 cylindres avec refroidissement liquide et un carter en aluminium coulé. Le groupe motopropulseur de 800 cm3 développait 13 chevaux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a estimé que les voitures civiles n'étaient pas prometteuses et a arrêté ce projet. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'économie japonaise était dans un état très mauvais. Le siège de Suzuki a subi des attaques aériennes. L'usine a été détruite et l'entreprise a fait face à une crise existentielle avec plusieurs milliers d'employés. Mais ensuite, les États-Unis, qui occupaient alors le Japon, ont annoncé leur politique de relance de l'industrie textile japonaise, ce qui a permis à l'entreprise de reprendre la production de métiers à tisser. Les affaires de Suzuki se sont améliorées, mais non sans difficulté. Des idées démocratiques ont gagné le Japon. Chez Suzuki, les mouvements ouvriers se sont renforcés, entraînant des grèves. De plus, la crise du coton a frappé en 1951. L'industrie textile s'est retrouvée dans une situation extrêmement précaire et il fallait d'urgence élargir le champ d'activité. C'est alors que la direction de Suzuki s'est souvenue des automobiles et des motos. Il faut bosser dur, avec ses petites mains asiatiques, bosser dur. Après la guerre, la demande de moyens de transport abordables, surtout motos et cyclomoteurs simples, était forte au Japon.
Environ 150 entreprises s'agitaient dans ce secteur. En 1952, le Power Free a vu le jour, le premier véhicule motorisé à 2 roues de Suzuki. Le Power Free est né grâce à Shunzo Suzuki, qui deviendra plus tard le 2e président de l'entreprise. Ce monsieur aimait faire du vélo pour aller à la pêche, et la ville de Hamamatsu connaît de forts vents saisonniers, qui rendent difficile la circulation à vélo. Shunzo a pensé qu'il serait beaucoup plus facile si ce vélo avait un moteur. Le Power Free était en fait un vélo équipé d'un petit moteur de temps de 3653 développant 1 cheval. Le système à 2 pignons permettait d'assister le moteur en pédalant ou de rouler uniquement avec le moteur ou les pédales. Au même moment, la réglementation japonaise sur la conduite des motos a changé. Toute personne pouvait conduire après une brève formation. Cette tendance a permis à Power Free de connaître un succès immédiat avec des ventes records. Le modèle a eu tellement de succès que l'Office des brevets du nouveau gouvernement japonais a accordé à Suzuki une subvention financière pour poursuivre ses recherches dans le domaine de l'ingénierie motocycliste. L'entreprise a commencé à développer un moteur auxiliaire plus puissant et en mars 1953, le Diamond Free a été mis en vente. Le moteur de 60 cm3, 2 chevaux, surpassait ceux des concurrents et les ventes ont bien démarré. La même année, Suzuki remporte sa première course Mount Fuji Hill Climb sur la Diamond Free. À l'automne de la même année, le volume de production a largement dépassé les attentes, atteignant 150% de la production mensuelle prévue. En 1954, la marque produit 6000 motos par mois, et sur décision de Michio Suzuki, elle change son nom pour Suzuki Motor Company Limited. En 1954, l'entreprise a présenté sa première moto complète, la Kaleda CO, équipée d'un moteur 4 temps de 90 cm3, développant 4 chevaux, qui a servi de base à une série de motos à petit moteur. C'était la première moto japonaise équipée d'un compteur de vitesse intégré au phare. La boîte de vitesse intégrée avait 3 rapports. D'ailleurs, Kaleda en japonais signifie quelque chose comme « le voilà » ou « c'est ça ». Les Japonais utilisent ce mot lorsqu'ils trouvent quelque chose de spécial. En 1954, il n'était pas nécessaire d'avoir de documents pour conduire des motos de temps jusqu'à 60 cm3 et des 4 temps jusqu'à 90 cm3. C'est sur ce fait que la société Suzuki s'est fondée. Mais cette période facile s'est terminée en 1955. Le modèle Kaleda CO a rapidement été retiré de la production et remplacé par la version COX de 125 cm3. À l'époque, les moteurs 4 temps étaient moins fiables que les 2 temps. Suzuki a ensuite cessé la production du modèle 125. Tous les efforts ont été concentrés sur le développement de moteurs 2 temps. En fait, il a fallu plus de 20 ans avant que Suzuki ne construise à nouveau des moteurs à 4 temps, après une tentative infructueuse d'utiliser des moteurs Wankel. Mais reprenons depuis le début. En 1955, la gamme Kaleda a accueilli 2 modèles de 7 ans. La Porter Frisson, 2 cm3, et la ST, 123 cm3. La même année, Suzuki lance sa première voiture, la Suzulite, dotée d'une traction avant, d'une suspension indépendante et d'une direction à crémaillère. C'était le début de la production en série de voitures par Suzuki. En 1956, un moteur bicylindre Kaleda TT de 250 cm3 a été produit. Le TT est le prédécesseur de tous les moteurs, 2 temps Suzuki de 250 cm3, y compris le T20, le T250 et le GT 250. Le moteur à refroidissement par air avait un rapport carré de 54 sur 54 mm. Au fil des années, la Kaleda a continué à se développer. Et là, une question se pose. Pourquoi le nom Suzuki n'a-t-il jamais été mentionné ? En fait, le logo reconnaissable de l'entreprise n'a été choisi parmi environ 300 options que le 1er octobre 1958. Michio Suzuki était membre du Comité européen de sociologie pour l'étude de l'industrie motocycliste. Cette activité lui a donné l'idée que, en termes de popularité, les cyclomoteurs ne seraient à pas inférieurs aux motos. Et en 1958, il présente le SM Un Suzuki Moped. Puis, en 1962, apparaît le Serupetto MA, qui devient très populaire au Japon. Les affaires de Suzuki prospèrent, les motos sont assemblées.
Puis, le 26 septembre 1959, le typhon Vera frappe le Japon. En même temps qu'un quart du pays, l'usine Suzuki est entièrement détruite jusqu'aux fondations. Cependant, les gars du pays du soleil levant sont travailleurs et persévérants. Et en moins d'un an, ils reconstruisent l'usine à partir de zéro et lancent la chaîne de production. En 1959, Suzuki Motor choisit de participer aux courses avec le modèle Kaleido. Cependant, sur les 5 motos engagées, une seule a franchi la ligne d'arrivée, tandis que 3 sont même tombées en panne. Cet échec a poussé les ingénieurs de la société à chercher des moyens d'améliorer la qualité des motos de course et de perfectionner leur conception. Le 13 juin 1960, Suzuki prend part pour la première fois au Tourist Trophy sur l'île de Man. Lors de cet événement intense, les Suzuki ont fini 15e, 16e et 17e, mais toutes ont terminé la course. La solution à l'amélioration de la technique est venue de manière totalement inattendue grâce à l'ingénieur et pilote de la République démocratique allemande, Ernst Degner. En 1961, lors d'une compétition en Suède, il s'enfuit à l'ouest avec sa famille. Degner n'est pas arrivé les mains vides dans la moto occidentale. Il a apporté des secrets de Motorradwerk Schopau qu'il a vendus aux ingénieurs de Suzuki. Les managers de la société japonaise ont immédiatement signé un contrat avec le pilote, et par la suite, il a couru pour l'équipe Suzuki lors des compétitions. En 1962, en utilisant les plans apportés par Degner, les Japonais construisent une moto qui remporte le championnat du monde dans la catégorie 50 cm3. Cette machine a aussi couru au Tourist Trophy. Le 8 juin 1962, sur l'île de Man, Ernst Degner a brillé du début à la fin et remporté la victoire. En 1963, elle a gagné dans 2 catégories, 50 et 125 cm3. Dans la catégorie 50, le japonais Mitsuo Ito a remporté la victoire. En 1964, elle a de nouveau gagné en 50 cm3. Cet exploit étonnant de 3 victoires consécutives a rendu Suzuki et leur technologie mondialement célèbres. C'était un succès. Dans le secteur civil, dans les années 60, 2 modèles à moteur 2 temps K et M sont produits. Ils étaient extrêmement populaires et au total, plus d'un demi-million de K10 et K11 ont été fabriqués. En 1964, ils sont remplacés par le modèle B100P ou BLOP, qui a été produit jusqu'au milieu des années 70. En 1963 États-Unis, Suzuki Motor Corporation ouvre à Los Angeles. 2 ans plus tard, un modèle spécialement conçu pour le marché américain sort, la T-20, également appelée X6, Super 6 et Hustler. La moto était équipée d'un puissant moteur bicylindre de temps de 250 cm3 développant 29 chevaux. Le moteur était doté d'une boîte de vitesse à 6 rapports et permettait à la moto d'atteindre 140 km/h. Un an plus tard, une version remaniée de la T200 est sortie, atteignant une vitesse de 177 km/h. Le modèle s'est avéré très réussi. Il a été apprécié non seulement par les acheteurs aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. De plus, dans les années 60, les modèles Twin Ace et TDX étaient également produits, équipés d'un moteur de 250 cm3, de clignotants, d'un démarreur électrique et d'un cadre en acier embouti. Cette période a été marquée par de grandes victoires en motocyclisme. Degner a été champion en 50 cm3 et le néo-zélandais Hugh Anderson en 125 cm3 en 1963 et 1965. Hans-Georg a également remporté 2 fois la première place dans la catégorie 50 cm3, où personne ne pouvait rivaliser avec Suzuki. Les années 60 furent de l'âge d'or des bolides de 50 cm3 avec Suzuki, Honda et Chrysler investissant toute leur technologie dans ces fusées de poche. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne à propos de ces derniers. Lorsque la direction a annoncé l'arrêt du développement dans cette catégorie à cause des changements de règlement de la Fédération internationale de motocyclisme, les meilleurs 50 produisaient 360 chevaux par litre, atteignaient 23 000 tours par minute et utilisaient des boîtes de vitesse à 14 rapports.
Suzuki, avec son bicylindre 50 cm3, 32,5-30 mm, était alors la moto la plus performante et devait être remplacée par le modèle 3 cylindres RP 68 28-26,5 mitrar. Le moteur développait 18 chevaux à 17 300 tours par minute et était couplé à une boîte de vitesse à 14 rapports. Cette création incroyable n'a pas eu le temps de participer aux courses. En 1968 naît le modèle T500, doté d'un bicylindre de temps 500 cm3 refroidi par air. Sa puissance était de 47 chevaux et la vitesse maximale atteignait 180 km/h. La fin des années 60 et le début des années 70 marquèrent une période de grands changements pour Suzuki et d'autres constructeurs. La crise pétrolière a fortement influencé le développement technologique, l'ouverture de nouveaux marchés et l'émergence de motos comme le cross et l'enduro. Au début des années 60, ces catégories étaient dominées par les grandes marques britanniques à 4 temps, mais à partir du milieu de la décennie, tout a commencé à changer. Des motos légères, donc à 2 temps des marques CZ et Husqvarna, sont arrivées sur le marché. Ce sont elles qui ont commencé à évincer les lourdes motos à 4 temps. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que le motocross dans les années 60 restait principalement un sport européen. En 1965, à l'initiative de certains pilotes influents et sous la direction du directeur général de la recherche et du développement de Suzuki, M. Okan, le travail sur le premier projet de moto de cross de la série RH a commencé. Au début des années 70, Suzuki est devenu le premier constructeur japonais à remporter le championnat du monde de motocross. Joël Robert, pilote Suzuki au championnat du monde de motocross, offre à l'équipe sa première victoire en 250 cm3, 700 licelos. Il a confirmé son titre de champion 2 années de suite. Suzuki totalise 34 titres en séries américaines et 30 en championnat du monde. Dans la catégorie 125 cm3, les pilotes officiels ont gagné 10 championnats du monde consécutifs. Aucune autre entreprise de fabrication de motos ne peut se vanter d'un tel record. En 1971, la moto de cross Suzuki TM 400. Cyclone est apparue et sous la conduite de Roger DeCoster, elle a remporté le titre de champion dans la catégorie des 500 cm3 au championnat du monde et a conservé la victoire pendant 5 ans. Quelques mots s'imposent sur la Suzuki RH 72 de course, spécialement conçue pour le pilote belge Joël Robert. En 1972 seulement, 2 250 ont été produites et Joël n'en utilisait qu'une seule. La principale caractéristique de ce modèle est sa simplicité et l'emploi de matériaux de l'aéronautique et du spatial. Chaque pièce de la moto était allégée et aussi fonctionnelle que possible. Par exemple, les fixations inférieures des amortisseurs étaient en titane. Le cadre, en tube fin de chrome molybdène haut de gamme, pesait seulement 6,8 kg. Le bras oscillant arrière, en aluminium aéronautique, pesait 1,8 kg. Le moteur était également simple et fonctionnel et pesait 15,8 kg. La RH 72 entièrement assemblée ne pesait que 76,2 kg. La moto était conçue pour 2 courses de 40 minutes chacune et, après chaque étape, elle retournait au siège de la division européenne de Suzuki, située à Nimag, aux Pays-Bas. Là, elle était démontée et soumise à un diagnostic minutieux, puis remontée avec de nouvelles pièces détachées. En 1973, la Fédération internationale de motocyclisme a désavantagé Suzuki en imposant un poids minimum de 88,9 kg. C'est pour les 250. La voiture de course RH 73, créée à ce moment-là, s'est avérée plus légère de 13,6 kg. De plus, l'utilisation du titane a été interdite lors de la fabrication du châssis. Cette nouveauté est devenue une catastrophe pour Suzuki. C'est ainsi que l'ère des hautes technologies dans le motocross a pris fin. En 1971, le modèle civil GT 750 doté d'un moteur révolutionnaire, 3 cylindres 2 temps avec un système de refroidissement liquide pour l'époque, entre en production de série. Le moteur développait 67 chevaux et était équipé de 4 silencieux. Le modèle atteignait une vitesse de 200 km/h. Aux États-Unis, on disait buffle d'eau, au Royaume-Uni, bouilloire. Pour les modèles britanniques de 750, c'était un sérieux concurrent. La Suzuki GT 750 a fondé une famille de motos à 3 cylindres, comprenant la GT 380 et la GT 550.
À cette période, on produit également des motos routières et tout-terrain TS 50, 100, 125, 185, 400 et T550. En 1972, une version civile de la moto TM 400 est présentée, qui reçoit le nom de Hustler 400. Elle était équipée d'un cadre duplex et du même moteur de course que la moto sportive. Le moteur monocylindre 2 temps développait 34 chevaux, ce qui en faisait le représentant le plus puissant de sa catégorie. Il était simple à utiliser et maniable, ce qui a déterminé son succès auprès des amateurs de moto. Au début des années 70, il est devenu évident pour Suzuki que la domination des moteurs 2 temps dans le secteur civil touchait à sa fin. Les ingénieurs de la société comprennent que l'avenir appartient aux moteurs 4 temps, plus économiques et plus écologiques. En plus du moteur à combustion classique, Suzuki s'est aussi intéressé au moteur rotatif, en acquérant la licence le 24 novembre 1970. D'ailleurs, à cette époque, tout le grand quatuor rêvait du moteur Wankel. Yamaha et Kawasaki ont obtenu la licence et présenté un prototype chacun. Seiichiro Honda, plus malin, a aussi présenté un prototype sans licence. Suzuki est allé le plus loin dans ce domaine. Après avoir passé 2 ans et demi à développer son propre rotor, la société a présenté le modèle RE 5 Rotary au Salon de l'Automobile de Tokyo en 1973. La moto de 250 kg avait un moteur monocylindre de 497 cm3 développant 62 chevaux. La RE5 atteignait une vitesse maximale de 175 km/h. En fait, il en est sorti une moto complexe et chère, sans avantage dynamique sur la T500 de temps qu'elle devait remplacer. Le coup de grâce au projet a été porté par la crise pétrolière de 1973 et ses conséquences. Des millions étaient en jeu et Suzuki était déterminé à poursuivre la production. Ayant compris la gravité de la situation, après avoir produit 6300 machines en 1976, la société a accepté ses pertes et cessé la production de la moto à moteur rotatif. En 1975, la moto de cross de série RM125 a fait ses débuts, équipée d'un moteur monocylindre 2 temps refroidi par air, développant 23 chevaux à 10 500 tours par minute. C'était la version civile du RA 75, vainqueur du championnat du monde de motocross Grand Prix cette année-là. La RM125 est l'ancêtre de la série de motos RM, avec des moteurs de 50 à 500 cm3. La première moto de route de la marque avec un véritable moteur 4 temps, la GS 750, sort en 1976. Le moteur 4 cylindres, avec 2 arbres à cames en tête et refroidissement par air, développait 68 chevaux. Avec un poids relativement léger de 223 kg, il possédait des caractéristiques dynamiques exceptionnelles et une excellente maniabilité, ce qui l'a rendu extrêmement populaire. La série GS s'est vite élargie avec le modèle GS 400. En 1978, Suzuki lance la GS 1000, sa première moto avec moteur d'1 litre. Son moteur développait 87 chevaux et permettait à la moto d'atteindre 220 km/h. Une suspension réglable assurait une maniabilité parfaite. C'était une moto exceptionnellement élégante et fiable. En 10 ans, l'entreprise a beaucoup grandi. En 1973, Suzuki s'est implantée au Canada et, en 1974, une coentreprise de production de pièces détachées a été lancée en Indonésie. En 1975, une usine d'assemblage ouvrit aux Philippines. En 1978, Osamu Suzuki devint président de l'entreprise. En 1979, Suzuki gagne pour la première fois l'American Motorcyclist Association Superbike avec Wes Cooley sur une GS 1000 préparée pour la course. Cooley a gagné ce championnat 2 années consécutives. Au début des années 80, Suzuki s'est imposé comme fabricant de motos puissantes, fiables et rapides. En 1981, le scooter Gemma 50 cm3 est la moto de série la plus puissante, la Suzuki GSX 1100S Katana font leur début. Le design de cette moto est signé par l'allemand Hans Muth. Son moteur développait 111 chevaux à 8500 tours par minute. 1 an plus tard, la société Suzuki a fondé et est devenue le leader d'un nouveau marché, celui des quads. Le premier modèle de ce créneau, le Quadrunner LT125, a immédiatement séduit le public. Ce modèle a donné naissance au slogan de Suzuki dans le domaine des véhicules tout-terrain, le premier sur 4 roues.
Après la sortie du LT125, une série de nouveaux modèles a suivi. Bientôt, mais les entreprises de concurrentes ont également commencé à produire leurs propres quads. Les divisions s'occupant des voitures et des moteurs de bateaux prospéraient aussi. Côté compétition, tout se passait parfaitement pour l'entreprise en Grand Prix et en motocross. En 1982, Franco Uncini gagne le championnat du monde en 500 cm3. En mars 1983, la société Suzuki a présenté la moto RG 250 Gamma, le premier membre de la nouvelle famille de motos RG Gamma. L'année suivante, la RG 500 avec un moteur 2 temps carré à 4 cylindres comme la moto d'usine du Grand Prix a été présentée. En 1985, une version 400 cm3 a été lancée pour le marché japonais. En 1985, le fruit de 3 années de travail acharné a été présenté. La moto sportive GSX-R 750 qui est devenue une percée révolutionnaire dans les courses de moto. Son moteur développait 130 chevaux et son poids était de 179 kg. La GSX-R 750 est devenue synonyme de course, incarnant un modèle et un moteur révolutionnaires. La nouvelle moto pesait 50 kg de moins que le modèle de la génération précédente. En une nuit, Suzuki a bouleversé les lois du sport motocycliste, obligeant ses concurrents à développer intensivement leur technologie. En 1988, Kevin Schwantz a remporté la course Daytona 200 sur la GSX-R 750. La nouvelle moto s'est révélée idéale pour le jeune sportif. Suzuki a engagé Kevin pour qu'il participe au Grand Prix mondial. Lors de sa toute première course, le jeune Texan a remporté le Grand Prix du Japon. En 1986, la famille JSX-R s'est agrandie avec le modèle 1100 amélioré. Le nouveau 1100 parcourt le quart de mile en 10 secondes 3 dixièmes et peut se vanter d'une vitesse maximale de plus de 260 km à l'heure. En 1986, au salon de l'automobile de Tokyo, Suzuki dévoile le prototype futuriste Nuda, doté d'un moteur de GSX-R 750 d'une transmission aux 2 roues et d'une vitesse maximale théorique de 280 km/h. Ce n'est d'ailleurs pas la seule moto à transmission intégrale de la marque. Durant les années 80, des recherches ont été réalisées et en 1991, Suzuki a présenté 3 nouveaux prototypes de motos. Il s'agissait de l'utilitaire XF4 du LED bâtard XF425 et de l'enduro XF5. Le système d'entraînement de la roue avant de la moto était composé d'un arbre de transmission télescopique longeant le bras gauche de la fourche de la moto. L'arbre était actionné par une chaîne et la structure ajoutait 7,8 kg au poids de la moto. En 1988, le trail Suzuki DR 750S Big débute avec un gros monocylindre et un design issu du rallye Paris-Dakar. Quelques années après, la DR 800 sort, dotée du plus gros monocylindre de série jamais produit. En 1989, Jamie James gagne le championnat American Motorcyclist Association Superbike sur une GSX-R 750. Cette année voit aussi le lancement de la série de motos Bendy. En 1989, les modèles 250 et 400 sont lancés, d'abord au Japon. Dans les années 1990, la société devient Suzuki Motor Corporation. La gamme est renouvelée et élargie. Le modèle enduro DR 650 a débuté son histoire. En 1992, le légendaire enduro 250 Jebel est apparu. Et la version 600 cm3 du Gixxer. Un an plus tôt, le Gixxer 750 est passé au refroidissement liquide. 1995 voit la famille Bandy s'agrandir avec la 600 et la 1200. Sorti en 1997, le TL 1000S est devenu la première moto sportive de la société avec un moteur bicylindre en 5 de 125 chevaux qui surpassait ses principaux concurrents, Honda et Ducati. En 1999, la moto routière Suzuki SV650 apparaît. Comme le dit mon ami Dimon, il n'y a pas de meilleure moto que la SV650. Pour le marché intérieur japonais, une version de 400 cm3 a été proposée, la SV400. L'apparition de la SV était due au désir de Suzuki d'obtenir une part du marché d'exportation, en proposant un concurrent moins cher aux motos de la marque Ducati. L'expérience avec la TL1000 a révélé une forte demande pour ce type de moto et de nombreux passionnés.
Le nombre total de motos Suzuki produites a atteint 40 millions en 1999. À la fin du siècle, la légendaire Suzuki GSX 1300R Hayabusa fait ses débuts et devient aussitôt la moto de série la plus rapide du monde. Hayabusa, en japonais, signifie « faucon pèlerin ». Le nom de cet oiseau est une métaphore de la vitesse. En particulier, le choix de ce nom est dû au fait que le faucon pèlerin chasse généralement les grives. Et cette allusion reflétait l'intention de Suzuki de ravir le titre de la moto de série la plus rapide du monde à la Honda CBR 1100XX Super Blackbird, Super Grive. La Hayabusa a dépassé la Super Blackbird de 16 km/h, atteignant 312 km/h. Le moteur de 1300 cm3 permettait à la GSX 1300R d'atteindre 100 km/h en 2 secondes 75 et en 10 secondes de 0 à 225 km/h. Cet engin est toujours produit et en 2021, la troisième génération du Sapsan a déjà fait ses débuts. Le 21e siècle est arrivé, mais les ambitions de Suzuki sont restées les mêmes. L'entreprise a continué de croître et se développer. En 2001, la sportive GSX-R 1000 apparaît, créée sur la base de la 750, dont la conception a pris 3 ans. Elle était équipée d'un moteur de 160 chevaux avec refroidissement liquide. Dans les années 2000, la GSX-R 1000 a remporté le championnat de l'Association américaine de sport motocycliste 8 fois sur 9. L'amélioration des scooters Suzuki se poursuit également. En 2001, la société a présenté le maxi-scooter Suzuki Burgman 650, qui était équipé d'un moteur de 638 cm3. En 2004, le célèbre V-Strom 650 fait son apparition. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de la série de cruisers Suzuki Boulevard. Elle a été lancée par la société en 2005 à la suite de la fusion d'autres gammes de modèles, Marauder, Volusia, Desperado et Savage. La série de motos Suzuki Boulevard a conquis les motards par son design élégant. Le tout premier de cette série était le Suzuki Boulevard C90, réalisé dans un style caractéristique des motos classiques américaines. En 2005, le supermoto DRZ 400 SM a été lancé et est toujours fabriqué, tout comme le GSR 600. Cette dernière est devenue l'ancêtre de toute une famille de naked, comprenant la 250, la 400 et la 750. Depuis 2006, le modèle phare de la gamme des cruisers, la M109R, est produit équipé d'un moteur bicylindre en 5 d'une cylindrée de 1,8 litres, fin 2007. 873 000 Gixxer avaient été vendus dans le monde et en 2012, ce nombre dépassait le million. En 2007, le Beking, équipé du moteur de la Hayabusa, a été lancé en production comme le modèle naked phare de la société. La crise mondiale conduit à ce qu'en 2010, Suzuki Motor Corporation subisse des pertes. Dans certains pays, la demande chute tellement que la direction du constructeur moto japonais décide de ne pas reprendre les livraisons, mais de vendre les modèles de l'année précédente. Cependant, dès 2013, l'entreprise surmonte les conséquences de la crise et présente ses modèles renouvelés au Salon de la moto de Milan. Parmi eux se trouvait le V-Strom 1000 modernisé, qui est devenu la première moto Suzuki équipée d'un système de contrôle de traction. L'un des derniers nouveaux modèles de l'entreprise a été la GSX-RR, sortie en 2018, avec un moteur 4 temps à 4 cylindres de 1000 cm3 et une puissance de plus de 240 chevaux, ce qui lui a permis d'atteindre une vitesse maximale de plus de 330 km/h. Sur le plan sportif, tout reste stable chez Suzuki. En 2017, sur l'île de Man, Michael Dunlop a gagné avec une GSX-R de course d'1 litre. Voilà les amis, nous avons retracé l'histoire de Suzuki, l'un des plus grands acteurs mondiaux de la moto. Bien sûr, son histoire ne s'arrête pas là. À l'avenir, la société séduira les passionnés de moto avec de nouveaux modèles modernes, puissants et fiables. C'est ainsi que mon récit touche à sa fin. Je ne suis pas historien, cependant je pense qu'au cours de la préparation de ce sujet, j'ai consulté suffisamment d'informations pour transmettre cette histoire de manière intéressante et aussi fidèle que possible. Je ne me suis pas fixé pour objectif d'énumérer absolument tous les modèles de moto. Si jamais je n'ai pas mentionné une moto Suzuki que vous aimez particulièrement, ne m'en veuillez pas. Le destin de ce sujet est désormais entre vos mains.
Vous pouvez le faire avancer en le partageant, en commentant et en vous abonnant à la chaîne, ou bien l'ignorer. Merci à vous, c'était la chaîne Crasmoto avec vous. À bientôt.